On les voit arriver en réunion souriantes, concentrées, efficaces. Mais ce qu'on voit pas toujours, c'est qu'elles ont parfois laissé un bébé fiévreux à la maison, qu'elles ont géré un appel de l'école entre deux factures ou encore tiré leur lait entre deux cols. Être maman et patronne, c'est jongler avec deux rôles à temps plein. Alors, comment est-ce qu'elles font pour tenir, pour avancer, pour diriger, sans s'oublier pour autant? Dans cet épisode d'Open, on va donner la parole à ces femmes-là qui vivent cette réalité au quotidien. Elles vont nous partager ici leurs stratégies, leurs galères, leurs astuces, leurs choix. Et nous aurons également une experte qui sera là pour nous aider à poser un regard à la fois lucide et apaisé sur cette double vie. Alors aujourd'hui, on va parler charge mentale, mais aussi et surtout solutions. Je suis Paola Odrindengue, bienvenue dans Open. Être maman, c'est un boulot à temps plein. Être patronne l'est tout autant. Alors, quand on est les deux, je vous laisse imaginer, surtout quand il y a plusieurs enfants au milieu de tout ça. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation parce qu'en plus, le plateau, je vous assure qu'il promet. Mais avant de rentrer là-dedans, on va commencer bien sûr par mon acolyte. C'est la magnifique, très belle Méliane. Comment ça va? Merci Paola, ça va et toi? Ça va très bien. Ça promet, hein, oui, mais non, ça promet. Franchement, j'ai hâte de faire cette émission. Super héros là sur le plateau. Totalement. Et justement, qu'est-ce que tu vas nous mettre en avant dans ta rubrique? Bah écoute, on a les conseils d'une mère, puisqu'on parle de maman et de chef d'entreprise. On a donc les conseils d'une mère qui est chef d'entreprise, qui nous donne un petit peu des clés, qui nous parle d'astuces pour s'organiser au quotidien, etc. On a aussi une femme qui a fait une lettre ouverte à son mari et qui a décidé d'en découdre. Je t'en dis pas plus. Ah, je vous ai dit, elle promet cette émission. En tout cas, très bien. Merci beaucoup, Méliane. Et donc, on va passer à la présentation de nos invités EES, parce qu'encore une fois, le plateau est 100% féminin aujourd'hui. C'est normal vu le sujet. Et on va commencer justement par celle qui est à côté de toi, c'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Super, merci beaucoup d'être parmi nous Stéphanie. Alors tu es directrice de l'agence CAMS Consulting et tu es une maman solo de 2 enfants. Oui. Donc tu vas nous raconter un peu à quoi ressemble ton quotidien, quelles sont les petites astuces que tu as pu mettre en place pour réussir à gérer tout en même temps. Parce que là, je n'ai parlé que de l'agence et des enfants, mais il y a d'autres casquettes par ailleurs, j'ai compris. Ouais. Voilà, donc on a bien choisi notre invité. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Merci en tout cas d'être parmi nous. Je vais me tourner de ce côté et on va avoir alors... Je le dis, être maman et patronne, c'est déjà cumuler les casquettes. Mais alors elle en cumule et pas des simples. Il s'agit de Marianne. Comment ça va, Marianne? Ça va super bien, Paola. Je suis très heureuse d'être sur ton plateau, en compagnie de dynamiques femmes. Oui, complètement. Comme toi déjà, parce que alors, il faut qu'on parle de Marianne. Vous la connaissez peut-être. Elle est entrepreneur. Elle a fondé Kerabi, mais je pense que je pourrais vous l'expliquer ce que c'est Kerabi, mais je pense que tu le feras mieux que moi. Oui, merci. Bon, Kerabi, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation des articles et équipements pour bébés. Alors, en une phrase, on offre aux parents tout ce qu'ils ont envie. On va dire comme ça. Et en plus, elle est très bien placée parce que figurez-vous que la dame que vous voyez ici, Marianne, ça n'a pas l'air comme ça, elle est maman de 5 enfants. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5. Voilà, donc pour le coup, maman et patronne, j'ai envie de dire, elle est l'ambassadrice du sujet aujourd'hui. Oh là là. Voilà, franchement, il y a de quoi. On aura beaucoup de questions aussi pour elle, notamment, on parlait d'organisation, je pense qu'elle en connaît un petit rayon, probablement comme Stéphanie. Donc on va en parler tout à l'heure. Et bien sûr, on rigole, etc., mais il faut un peu de sérieux, mine de rien. Mais on a une experte aujourd'hui qui est, j'ai envie de dire, solaire, dans tous les sens du terme. C'est Vanille. Bonjour Vanille. Bonjour Paola. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci écoute, beaucoup. Comme je suis l'experte et que je vais apporter un peu de sérieux, je vais arrêter de rire peut-être. Non, au contraire. Vraiment, il faut qu'on se détende sur ce sujet. Alors, je précise quand même, tu es psychothérapeute. C'est ça. Et je pense que c'est aussi lié quand même, on peut en parler, tu as une casquette aussi ingénieur biomédical. Exactement. Donc, tu as quand même ce regard. Et je rajoute aussi que tu es belle maman d'une petite fille. Donc, il y a aussi, qui est aussi une expérience de la maternité dont il faut parler. Donc, je pense que là, tu as 3 casquettes à mon sens qui vont pouvoir nous aider un peu, nous orienter et peut-être répondre aux questions qu'on aura tout à l'heure. Très bien. En tout cas, merci à toutes d'être ici. Je vais commencer tout de suite par une première question. Peut-être je vais me tourner vers Stéphanie. Ça va être déjà, est-ce que tu peux nous dire, alors tu es maman de 2 enfants, tu as lancé ta boîte. Est-ce que tu étais déjà maman? C'est-à-dire que comment tu t'es projetée dans la maternité au départ? Est-ce que c'était d'abord ta carrière et après
les enfants éventuellement, ou voilà, tu es devenue maman et le business est venu ensuite? Alors, merci Paola pour ce beau plateau-là. Je suis Stéphanie Kouakou, directrice casting dans le cinéma, agent de pub, voilà, et ensuite maintenant l'agence. Donc, on pourra dire que les enfants sont venus avant. D'accord. Avant même de faire les pas dans le cinéma. Donc, j'ai eu cette chance-là au prime abord. D'accord. Donc, c'est après, quand j'ai commencé dans le cinéma, que les choses ont commencé à être un peu plus compliquées, parce que avant j'avais une fonction stable, il fallait commencer à 8h, finir à 17h, et là, quand j'ai démissionné après le deuxième bébé, c'est là que j'ai emboîté les pas du cinéma, et là, c'est aléatoire, il faut bouger sur les décors, faut tourner la nuit, faut voyager sur des décors très éloignés. C'était vraiment pas facile. Pas facile, d'accord. C'était vraiment un pari finalement que tu as fait. Hein. Un pari, je dirais, réussi, parce qu'en même temps, j'ai pu inculquer la valeur d'une maman battante aux enfants, leur faire comprendre que je pars pas pour me divertir, mais pour chercher le lendemain. Donc, on a réussi petit à petit à maîtriser les choses au niveau de la famille, comment est-ce qu'il faut préparer quand maman n'est pas là, comment il faut tenir la maison, bien évidemment avec l'aide de quelques nounous qui passaient, voilà. Donc, d'accord. Je peux dire que c'est sur de bonnes voies, voilà. Superbe. Merci beaucoup Stéphanie. Même question pour toi Marianne, comment Kerabi apparaît comme ça? Est-ce que c'est au milieu des 5? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? C'est une très belle question. En fait, je n'ai rien planifié. Voilà, c'est pas comme si je savais que j'allais avoir 5 enfants. Je me suis dit, OK, dans cette année, je fais un enfant, l'autre année, je fais des enfants. Non. De tous mes 5 enfants, le seul que peut-être mon mari et moi, on a consenti qu'on voulait, de tous les 5, c'était un seul. Les 4 autres, c'était des bébés surprises. Quoi? Oui. En fait, à la base, vous aviez prévu. C'est le seul. On a dit, on allait partir. On s'est assis, on dit, OK, ça là, on va marquer le but, on fait tout. Voilà, c'est sûr. Mais tous les autres bébés, ce sont des bébés surprises. Pour dire que rien n'a été planifié et on devait s'adapter. Et pour Kerabi, en fait, j'ai travaillé pendant quelques années dans tout ce qui est communication et marketing. Et après, j'ai démissionné pour des raisons très personnelles. Et entre le fait où j'ai démissionné et où je créais Kerabi, en fait, je n'avais rien à faire. Donc, j'étais là, je faisais rien. Donc, Kerabi est né, on va dire, du désir déjà de ne plus être oisive et de pouvoir aider ces mamans-là. Parce que j'ai toujours été passionnée de l'univers de la puériculture. Donc, c'est né de ce désir-là. Et après, les enfants se sont enchaînés. Vous voyez, comme je dis, je planifie pas vraiment. Donc, c'est surprise après surprise. Et le maître mot, c'était l'adaptation. Voilà. Superbe. Donc, voilà, c'était ça. Donc, Kerabi apparaît au quatrième bébé déjà? C'est ce que j'allais demander. Kerabi apparaît après, j'ai eu ma première fille. Kerabi est venue 2 ans après. Et lorsque j'ai fait Kerabi, j'étais enceinte, en fait, de la deuxième. Et c'est la deuxième qui m'a donné le déclic. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée de habiller les enfants, les cousins, les cousines à la maison. Quand j'étais petite, j'aimais les pouponner, les laver. On n'avait pas grand-chose, mais simplement mettre du talc sur l'enfant. Il sent bon. En fait, voilà. Pour moi, c'était ça. Et j'ai grandi avec ça. Et quand j'ai démissionné, je savais pas quoi faire. Et quand j'étais enceinte de ma fille et que je préparais le trousseau de mon bébé, j'ai vu qu'il y avait un manque. En fait, ma première, je fais une digression. Pour ma première, c'est ma mère qui s'est occupée. On est en Afrique, on est entouré de la famille et tout. Et je suis tombée enceinte très jeune de ma première fille. J'avais à peine, je crois, 24 ans et tout. Voilà. Donc, ma mère a pris soin de s'occuper de moi, de faire tout ce qui est trousseau et tout ça. Donc, j'ai pas participé. Pas vraiment senti exactement. la difficulté. J'ai pas participé, en fait. Voilà, il sentit la difficulté. Je te prends le mot. Mais pour ma deuxième, là, j'étais avec mon époux. On était installés ensemble. Voilà. J'étais pas chez ma maman. Donc, on était installés. Et là, j'ai la responsabilité de composer moi-même le trousseau de naissance. Donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai vu qu'il y avait un manque, j'avais pas les informations qu'il fallait. Et le déclic est venu à partir de ma deuxième Chloé. Donc, entre Merveille et Chloé, Kerabi est né. D'accord. Voilà. OK. Ah, bon. Franchement. Tous les autres, en fait, surprises, là, ils sont venus après. J'adore les bébés surprises. Incroyable. Alors, c'est un très, très bon point, ce mot-là d'adaptation. Je pense qu'on reviendra très probablement assez souvent là-dessus. Et mon autre question, c'est vrai que c'était de me dire, bon, quand on a pensé sa carrière, que ce soit arrivé comme ça ou quand on était en train de faire autre chose,
quand on est une femme, on sait qu'à un moment donné, on se pose quand même la question de est-ce qu'il va falloir que je fasse une pause. Alors, vous avez toutes les deux démissionné avant de commencer autre chose. Mais justement, qu'est-ce que vous en pensez justement de peut-être d'autres femmes qui se posent cette question? Est-ce qu'il faut que je fasse une pause? Et si oui, de combien de temps? Surtout quand on va être patronne, qu'on a quand même l'ambition de diriger, que ce soit en entreprise ou sa propre structure. Qu'est-ce que chacune vous en pensez de ça? Concernant le fait de faire une pause, moi, la démission est survenue après mon deuxième accouchement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au niveau du salaire, c'était bas et on me demandait tout le temps d'être présente. Donc, j'avais pas le temps. Même après l'accouchement, j'ai pas eu 3 mois pour prendre soin de mon bébé. Juste après un mois. Tu n'as pas fait des congés maternité? C'était dans le privé. C'était dans une école privée. Et juste après un mois, même étant à la maison, un mois, il y a la patronne qui me demandait de remplir certains devoirs, tout, et je courais par-ci, par-là. J'avais ma mère qui était là. Mais elle-même, elle se plaignait. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que c'était de l'exploitation. Voilà, c'était de l'exploitation. Pourquoi? Parce que je venais à peine d'accoucher et même étant à la maison, elle me demandait d'aller sur les lieux faire quelques travaux. Donc, je me suis dit, mais attends, je vais pas m'éterniser là-dedans. Pourquoi pas démissionner, prendre soin de mon bébé? Parce que c'était mon premier bébé. Donc, je ne vais pas laisser mon bébé. C'est vrai que ma mère est là, mais il faut qu'il y ait l'affection entre la mère et le bébé. Donc, j'ai démissionné et il m'a fallu peut-être 1 an, 2 ans, voilà, avant d'emboîter le chemin du cinéma. Voilà. D'accord. Toi, tu as démissionné effectivement parce qu'à un moment donné, tu as fait passer en priorité ton bien-être et celui de l'enfant. Oui. Du coup, sur cette question de la pause, tu penses que par moment, il faut peut-être qu'une femme se mette ce moment-là avec son enfant, de mettre une pause? Il faut savoir prendre la bonne décision. Parce que c'est vrai qu'on aspire tous à l'argent, on a l'envie de s'épanouir au niveau du travail, mais quand les choses ne sont pas faites dans les normes, ça devient difficile. Quand tu penses que tu laisses ton bébé, tu rentres à des heures tardives et c'est ta mère qui est là pour en prendre soin, à un certain moment, toi-même la mère, tu n'es pas utile, tu vois. Donc, moi, j'ai pensé que pour le salaire que je percevais, je ne pouvais pas sacrifier la vie de mon bébé. Est-ce que alors si tu gagnais plus, est-ce que tu penses que tu serais restée? Mais toujours, si les conditions salariales étaient meilleures. Les conditions de travail. Oui, les conditions de travail aussi. Oui, déjà, même si les conditions, le plus souvent, le travail dans lequel on te paye bien, on ne t'exploite pas trop. C'est quand on ne te paye pas bien qu'on t'exploite. C'est ce que j'ai remarqué. Bon, je veux dire que même si on me payait correctement, il y avait ce vide-là de laisser un bébé à la maison. En fait, c'est des heures. Minuit et 23h, elle peut t'appeler. Est-ce que tu peux faire ton temps le lendemain? 6h, elle commence à t'appeler. En fait, c'était de l'harcèlement. Tu vois. Donc, même pour des personnes qui perçoivent un salaire colossal, pardon, à un certain moment, ils lâchent prise. Complètement. C'est vrai que la pause, je pense que ça dépend vraiment de chaque environnement, de chaque culture, de chaque femme. Il y a des femmes qui vont estimer qu'il va falloir prendre une pause un petit peu plus longue. Il y a des femmes, moi par exemple ma mère, elle a pris une pause de 18 ans. Ah ouais, elle a pris une pause de 18 ans. Ça c'est une longue pause. Elle s'est occupée de mon frère et moi jusqu'à ce que je parte à l'université en fait. Et il y a des mamans qui sont à l'aise peut-être à ne jamais prendre de pause, d'autres qui vont estimer 1 an, 2 ans. Et tu le disais en fait, ça dépend vraiment des conditions. Comment est-ce qu'on est? Finalement, si on est à l'aise avec le fait de travailler et d'avoir un enfant de bas âge, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à la fin. Il faut vraiment juste être à l'aise avec le choix qu'on va faire et prendre la responsabilité du choix qu'on a fait. Ça, c'est important. C'est ce qui fait mal. Se dire qu'on est obligé de faire un choix, mais finalement, quand on prend la responsabilité de ce choix-là, on réalise que j'ai choisi de faire ça. Du coup, je suis plus à l'aise à expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix, plutôt que se sentir prendre des baffes à gauche à droite par la vie et finalement ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Tout à fait. Même question pour toi, mais j'allais aussi en rajouter une deuxième derrière. Est-ce que tu as eu des femmes qui t'ont servi un tout petit peu, j'allais dire, d'exemple sur cette capacité-là à s'adapter, puisque c'est le mot que tu as utilisé? J'ai des exemples, il y en a de tout.
la culture, c'est-à-dire la grande famille, façon qu'ils éduquaient. Par exemple, on vient d'une famille qui est très grande, beaucoup de tatas, de tontons et tout ça. Et tu as vu comment elle fait son bébé, elle peut donner à sa sœur, elle peut aller travailler et tout ça. C'est la famille de tous les jours qui était mon exemple. J'avais pas d'autres exemples. Après, je me suis documentée sur comment il faut traiter un enfant, comment, voilà. J'ai vu, en fait, les insuffisances que peut-être nos pères avaient. Et moi, j'ai essayé de combler avec mes enfants. Mais pour revenir, en fait, à la pause, pour dire vrai, moi, quand j'ai eu ma deuxième fille et que j'ai créé Kirabi, en fait, Kirabi, c'était comme un bébé. J'étais comme dans le déni. En fait, je me voyais même pas prendre de pause en tant que telle. Parce que je voulais tellement que Kirabi puisse aller à un niveau que souvent même, en fait, je me culpabilisais de ne pas pouvoir être là. En réalité, quand tu dis être là avec les enfants? Avec les enfants. Parce que j'ai pas la même approche que Stéphanie, par exemple, qui a vécu quelque chose de différent. Elle a décidé de prendre une pause. Moi, je ne voulais pas prendre de pause parce que j'avais un objectif que je voulais atteindre. Oui, et je mettais tellement de pression personnelle. Voilà pourquoi je dis j'étais dans le déni. Tellement de pression, comme si c'est quelqu'un qui m'envoyait d'aller faire Kirabi. C'est toi-même tu t'es levé. Mais en fait, c'est la vie subtil. d'entrepreneur aussi. Exactement. En fait, tu ne vois pas à quel niveau. En fait, tu as du mal à lever le pied. Tu sais pas à quel moment, en fait, tu es en train de trop faire ou à quel moment tu en fais moins. Jusqu'à ce que tu prennes conscience, je sais pas, par l'esprit, on va dire que, ah, là, il y a quelque chose qui va pas, mais tu commences à voir des anomalies. Donc, pareil, quand j'ai fait mes bébés, j'étais à fond. C'est-à-dire, je suis avec eux pendant 1 mois, je les allaite exclusivement. Tout le reste, ils sont aux 5 ans. On dit 6 mois, je suis dans l'avion. Je veux partir. Tu vois, souvent, j'ai mon bébé qui était là à 6 mois. J'étais à l'autre bout, peut-être en Turquie ou en France, et j'avais les seins qui régorgeaient de lait parce que je devais sévrer le bébé. Mais tout ça, en fait, je réalisais pas parce que j'ai dit, il faut que je réussisse. J'ai besoin de réussir. J'ai besoin de faire ce genre de choses. Comment ton mari vivait tout ça? Mais justement, il va intervenir. L'enfant, je l'ai fait une personne. On est à 2. Oui. On a fait l'enfant à 2. Oui. Donc, ça veut dire que tu es responsable aussi de l'enfant. En fait, moi, j'ai cette idéologie. Et Dieu merci, j'ai épousé un excellent homme. C'est qu'avec grand E. Et voilà. Merci. Coucou le petit E. Merci. Oui, non, vas-y, à d'autres. Excellent. Le petit E. Voilà. Quelqu'un qui est très responsable. Et lui et moi, on partage à peu près la même vision. Et même ce que je suis aujourd'hui, c'est la résultante, en fait, de tout le coaching qu'il fait par derrière. Je ne suis pas manager à Kirabi. Je ne suis pas maman de 5 enfants sans Monsieur Zondi. Non. Voilà. C'est-à-dire, il a toujours été là. Et lui, il me permettait de partir. Quand ça va, souvent, j'étais tellement déboussolée. Parce qu'arrivé à un certain moment, j'ai dit, mais attends, je suis pas une bonne maman. Ah non. Sentiment de culpabilité. Oui, exactement, beaucoup. J'ai tellement ressenti ça. Ah, mais chérie, tu vois, je suis pas vite venue et tout ça. Et celui qui me dit, mais attends, tu peux pas être entrepreneur, vouloir le meilleur, être bonne cuisinière, tu peux pas tout faire en même temps. Il faut savoir prioriser les choses et tout ça. C'était vraiment un coach jusqu'à ce que j'apprenne maintenant à mettre une organisation en place que je pense qu'on va partager et tout, on va partager en fait, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionnais. Ouais. Très bien. Donc ce que je retiens aussi, entre autres, même de vos deux parcours, c'est que dans le cas de Stéphanie, il y avait quand même une situation qui imposait de faire une pause, mais je pense qu'on est tous d'accord avec les conditions que tu avais, tu as fait le meilleur choix, donc aucun problème là-dessus. Et de l'autre côté, je pense du côté de Marianne, ce qu'on peut en tirer, c'est quand même l'importance dans le partenaire, quand il y en a un, vraiment, quand on a le bon partenaire, ça fait quand même pas mal la différence. Toute la différence. La différence même. Donc, on va continuer cette conversation, mais avant tout, j'aimerais vraiment avoir votre retour à toutes sur les quelques questions qu'on a reçues dans les témoignages. C'est parti pour la rubrique témoignages. Alors, on va faire apparaître les témoignages à l'écran. Comme vous le savez, pour chaque émission, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux. On en sélectionne quelques-uns. On va aller avec ce premier témoignage qui nous vient donc d'une maman. Et je vous le dis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me réveille chaque jour à 5 heures. Je prépare les petits déjeuners. Il faut habiller les enfants, les déposer à l'école. Ensuite, j'ouvre ma boutique de tissus à 8 heures et je n'arrête plus. Entre les commandes à gérer, les clientes exigeantes, les fournisseurs en retard, je suis en tension constante jusqu'à 21 heures. Parfois, je rate une réunion importante à l'école et je culpabilise. On vient d'en parler. D'autres fois, je manque une livraison clé et je me sens comme une mauvaise patronne. J'ai l'impression que je dois toujours sacrifier un pan de ma vie pour maintenir l'autre debout. Mon mari m'aide un peu, mais tout repose sur moi. Je n'ai jamais de pause, jamais de moment pour respirer. Être maman et chef d'entreprise, c'est comme marcher sur une corde raide sans filet. Je me demande souvent, est-ce que ça vaut vraiment le coup et surtout, est-ce que je tiendrai encore longtemps
comme ça. Qui veut réagir à ce premier message? Moi, j'ai envie de réagir. Oui. J'ai envie de réagir parce que c'est quelque chose de tellement général, j'ai envie de dire. Il y a tellement de mamans qui pensent comme ça. Exactement. Et c'est une vérité parce que ça fait une énorme charge mentale. Ça fait quelque chose d'énorme à tenir. Et malgré le fait qu'on soit entouré, qu'on a un village autour de nous, certes, mais on est seul avec la responsabilité. Et en tant que femme, on a quelque chose qu'on a en particulier, on a un biais dans notre cerveau qu'on a, que les hommes n'ont pas, c'est le syndrome de la petite fille parfaite. Le syndrome de la bonne élève. Il faut que tout soit parfait. Il faut que dans mon entreprise, ce soit parfait. Il faut qu'avec les enfants, ce soit parfait. Même si on ne sait pas comment ça va finir demain, mais on veut déjà tout contrôler pour être sûr que tout soit parfait. Alors que monsieur a parfois les mêmes responsabilités que nous dans certains cas. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Ce qui fonctionne, et on y va et on avance. Exactement. Et le fait qu'on ait cette envie que tout soit parfait, finalement, les gens, ils ne le voient même pas. C'est juste nous, dans notre tête, on a ce contrôle-là, mais les gens, ils ne savent pas qu'on a envie que tout soit parfait. Parce que la première chose qu'ils vont dire, ah, tu n'étais pas là à la réunion. Tu n'as pas appelé encore la dame. Ils vont toujours accentuer sur le fait qu'il y ait des moments, j'ai envie de dire, de faiblesse, ou des moments d'oubli, plutôt que voir tout le temps qu'on a été constant à essayer de tout contrôler et que tout soit parfait. C'est le poids du perfectionnisme, en fait, finalement. Je pense que c'est ce qui arrive à cette dame. Tu voulais dire quelque chose? En fait, je me reconnais dans les dires de cette femme parce qu'à mes débuts, c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'ai géré. Je voulais tout gérer en même temps. Je n'ai plus de temps pour moi. Mais arrivé à un certain moment, quand tu fais ce qu'on appelle communément le burn-out. Oui. Où, en fait, tu as une charge mentale. Et en fait, tu te sens pas bien. En fait, tu comprends pas ce qu'il va. Le burn-out t'impose que toi, tu dois apprendre même à dire stop. Tu dois apprendre, en fait, à rééquilibrer. Parce qu'elle a l'impression de ne plus vivre. Moi, ça m'arrivait un temps, j'arrivais à ne plus vivre. Jusqu'à ce que je traverse exactement le burn-out pour que je sache que non, ça peut pas continuer comme ça. Sinon, attends, si quelque chose m'arrive demain, qui va s'occuper de ces petits enfants-là? Et tout. Donc, après, il a fallu un retravail. Il faut que je recomprenne les priorités. Il faut que j'ai un certain équilibre. Parce que la femme entrepreneur, la mère, c'est pas que entrepreneur, mais tu as une vie personnelle en tant que personne. Exactement. Tu as une vie de maman, tu as une vie d'épouse, tu as une vie même d'amis sociale et tout ça. De filles. Exactement. Donc, il faut un certain équilibre, en fait, entre toutes ces différentes tâches-là pour que tu puisses toi-même bien te sentir. Complètement. Voilà. Complètement d'accord. Donc, en tout cas, pour ce premier témoignage, on lui envoie, j'ai envie de dire, beaucoup de force, beaucoup de courage. Et je pense que c'est ce qu'on vient de dire. Il faut faire une liste de priorités et il n'y a pas besoin d'être parfaite dans tout le temps. C'est pas humain. Ouais, littéralement. C'est pas humain. On n'est que des humains. On va passer au témoignage suivant. Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, j'ai aussi perdu mon emploi. À Bruxelles, en tant que femme noire dans le monde du consulting, les portes ne s'ouvrent pas facilement. J'avais deux choix, attendre que le système me tende la main ou me créer une place. J'ai donc lancé ma boîte pendant mon congé maternité. Entre les tétés, les nuits blanches et les devis à envoyer, j'ai appris à jongler. Un jour, j'ai allaité mon bébé tout en pitchant un client sur Zoom. Donc, ceux qui ne savent pas Zoom, c'est une application où on peut faire des réunions en télévisio, comme on dit, en vidéo. Et donc, bon, sans caméra allumée, bien sûr. Ce moment m'a marqué. Je me suis demandé, est-ce que j'aurais eu à faire tout ça si j'étais un homme? Peut-être pas, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai deux bébés, ma fille et mon entreprise. Et je me bats chaque jour pour qu'on ne dise plus jamais qu'être mère et chef, ce n'est pas compatible. Stéphanie? Alors moi, je pourrais dire que je partage un peu l'avis de la dame, parce que là, avec deux enfants, je pense que les choses se passent très bien. Pourquoi? Parce que les enfants ont compris la vision de maman. Je peux demander, ils ont quel âge, les enfants, justement? L'aîné a 18 ans maintenant. Ah! Et le c'est plus un bébé. il a 10 ans, il vient d'avoir l'entrée en 6e. Bravo! Donc, c'est deux grands garçons adorables que j'ai. Et ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que je me réveille très tôt, c'est vrai, 5 heures. Il est vrai que le programme, quand il n'y a pas de tournage, parce que je suis plus au niveau de l'entreprise maintenant, donc c'est à moi de coordonner. Je donne des instructions au personnel là-bas, mais j'arrive à travailler à la maison. Et donc, quand je suis à la maison, c'est les ménages au quotidien ensemble. Je leur dis, il faut faire ça, il faut apprendre à faire ça, de telle sorte que quand je pars, si c'est sur le tournage, ils arrivent quand même à gérer un peu tout Et vu seul. que l'aîné, il a 18 ans, oui. lui, en tout cas, c'est mon aide. C'est mon aide. Il arrive à prendre soin de son frère. Il arrive à, parfois, m'appeler, maman, tu penses qu'on peut faire quoi? Et je fais souvent les sauces, comme on a l'habitude de le faire,
au congèle Oui. et il réussit à gérer la suite. La suite. Donc, je peux D'accord. dire que ça se passe bien. Ok, donc encore une fois, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, on y revient souvent. En tout cas, effectivement, je trouvais intéressant dans ce témoignage ce qu'elle disait sur le fait, oui, L'allaitement, l'allaitement, parce que c'est un moment quand même un peu sensible dans la maternité. Et je pense que quand on est une femme et qu'on a d'autres activités, on sait que ça, par contre, l'enfant a besoin de manger. Manger à des heures très précises et qu'il faut trouver un moyen, encore une fois, de s'adapter ou d'adapter son agenda, etc. Donc c'est quand même, encore une fois, un chapeau. En tout cas, à toutes ces mamans. On va passer au dernier témoignage, le numéro 3. Alors, il nous vient d'un homme, le message. Ma femme est directrice dans une ONG internationale. Elle gère des projets complexes, des réunions à distance, des équipes entières. Et dès qu'elle rentre, c'est encore elle qu'on attend pour les devoirs des enfants, les repas, les lessives, les anniversaires à organiser. Elle me dit, je suis fatiguée, mais je dois être forte. Et moi, je la regarde s'épuiser. Alors, j'ai commencé à me lever plus tôt pour préparer les petits déjeuners. Je dépose les enfants à l'école, je fais les courses. J'ai appris à faire tourner la machine. Ah bah, bravo, monsieur. Bravo. Ce n'est pas de l'aide, c'est ma responsabilité aussi. Je veux qu'elle sache qu'elle a le droit de souffler. On parle souvent des femmes qui font tout, mais pas assez des hommes qui devraient en faire plus. Je suis bien d'accord. Moi, je suis là et je veux que ma femme respire, qu'elle vive, pas seulement qu'elle survive. Super. Bah, j'ai envie de dire bravo, monsieur. On est d'accord. Que demande le peuple? Franchement, et j'espère que vous aurez des hommes qui voudront suivre votre exemple. Mais en fait, on rit, mais encore une fois, hein, on parle de charge mentale. On en a parlé tout à l'heure un peu dans l'exemple de Marianne, mais vraiment l'entourage et notamment le partenaire. Ah oui. C'est hyper important. Je le dis d'autant plus que ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de femmes, je les entends dire que parfois elles préfèrent être maman seule, mais avec des enfants qu'elles peuvent gérer, que d'être maman avec un partenaire qui en fait leur rajoute du travail supplémentaire. Ouais. Vous êtes d'accord? Complètement. Absolument. Oui. Parce qu'au Complètement. final, ça fait que l'homme va rapporter une charge mentale supplémentaire et en tant que femme, on va avoir la responsabilité que l'homme se sente bien. Donc on va se dire qu'il faut que je gère encore les enfants toute seule parce que c'est comme ça qu'il est bien. Plutôt que se dire naturellement, on va gérer les enfants ensemble. Et parce qu'il est là, juste parce que sa présence est là, ça nous rapporte la charge que je dois encore mieux faire. Pas seulement pour moi, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour lui. Alors que s'il n'était pas là, ben finalement, c'est juste moi et les enfants. C'est entre nous. Mais lui, ça peut être un pion intéressant ou pas. Justement, je reste sur toi, Vanille, sur cette question-là. Peut-être même aussi en même temps une question à Marianne, mais quand on a un partenaire, à quel moment on a cette discussion-là sur ok, on a un enfant, bah, alors il y a eu 4 enfants surprise, mais il y en a eu un qui était planifié. Donc à quel moment en fait on a cette discussion sur voilà, on va devenir parents, voilà comment j'aurais besoin que tu m'aides, même si c'est aussi son enfant, mais comment on aborde ce sujet-là Alors j'espère que je vais pas dire trop tard, mais bien avant de se mettre en couple. Bien avant de se mettre en couple, dans les discussions, savoir c'est quoi ma vision de femme, c'est quoi ma vision business en tant que femme, c'est quoi ta vision toi en tant qu'homme, ta vision business. Est-ce que tu es à l'aise peut-être à rester en Afrique, est-ce que tu souhaites voyager, comment est-ce que tu vois tes prochaines années et où est-ce que tu souhaites aller dans ta carrière. Ça, c'est vraiment des questions qu'on a tendance à se dire quand ça va venir, on va poser ces questions-là. Mais finalement, est-ce que tu veux des enfants déjà? Et tu en veux combien? Des fois, on ne sait pas. Je pense que c'était un enfant, finalement, il y en a eu 5. Voilà. Mais finalement, juste savoir, est-ce qu'on veut des enfants? Première chose. Et puis, si on veut des enfants, regardez aussi dans l'environnement à laquelle votre partenaire a grandi. Est-ce que c'est un environnement qu'il a aimé? Quand il en parle, est-ce qu'il dit que ça lui a fait plaisir? Est-ce que naturellement les hommes aident les femmes dans leur foyer? Ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce qu'ils sont tous très à l'aise avec le fait de ne pas aider? Observez dans quel environnement, quand on a la possibilité, dans lequel son homme a grandi, quel est le modèle de sa maman, de son papa, et qu'est-ce que lui revendique, qu'est-ce qu'il souhaite dire ça m'a vraiment plu, du coup je vais continuer à le faire, ou se dire que ça c'est vraiment quelque chose que je veux travailler là-dessus parce que j'ai été éduquée avec une certaine manière et ça ne me plaît pas. Donc c'est une discussion qu'on a malheureusement trop tard et on se dit que le premier enfant souvent c'est un accident et ça arrive, c'était pas prévu, mais mentalement on est prêt.
Mentalement, on doit savoir que c'est mon partenaire avec qui je vais faire En fait, je pense que quand on est une femme et qu'on a une vision, on en parlait tout à l'heure, quand on a une vision, quand on souhaite aller un petit peu plus loin, quand on souhaite se poser des objectifs et avoir un certain confort, et qu'on veut avoir, je veux pas de confort, mais je veux dire une certaine paix, on sait qui est-ce qu'on rajoute pour créer la paix. Parce qu'à la fin, la finalité, c'est qu'on cherche la paix. Hein. Oui, absolument. totalement. Faut pas ramener une troisième personne et puis tu ne seras pas à l'aise en fait. J'aime bien qu'elle dit on cherche la paix parce que... Allez-y, si vous avez... Ah d'accord. Donc je dis que le conseil il est bien pour moi. J'allais justement rebondir, j'allais dire j'aime bien qu'elle parle de paix parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les hommes. Oui, un homme il a besoin de paix, un homme il a besoin de paix. Mais en fait, les femmes aussi ont besoin de paix. Mais qui n'aime pas la paix? Bon, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est vrai. Non, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais sinon tout le monde aspire. Tout le monde aspire à la paix en fait. Mais je pense qu'en 2025 en fait, on peut même, on a le luxe de pouvoir imposer sa paix. En 2025, on sait assez de choses, on a accès à tellement de choses, tellement d'informations, que ce soit du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, il y a des experts qui prennent la parole. Moi, ça m'arrive de le faire également, où on va dire des choses qu'on sait que les gens ont besoin d'entendre. La génération juste avant nous n'avait pas accès à ça. Totalement. Et du coup, maintenant qu'on sait la voie pour la paix, c'est là que je reviens à ce que je disais, il faut qu'on prenne la responsabilité d'avoir choisi cette voie-là, parce qu'elle nous apporte la paix, et le dire ouvertement aux gens, cette voie-là m'apporte la paix. Ça dérange peut-être les personnes autour, mais celle-là, elle m'apporte la paix pour moi et pour mes enfants. Et je suis à l'aise à aller travailler à des heures non-stop, à devoir travailler un dimanche, à avoir plus de nounous que les autres ou qu'elles restent à la maison plus longtemps. Ça fait partie de moi, mon environnement et ma paix. Et chaque humain, malgré le fait que le mot soit universel, a sa propre définition de la paix. Complètement, totalement d'accord. On va continuer après ce regard de l'expert sur prendre un peu de hauteur sur le sujet, voir un peu ce que d'autres mamans qui sont aussi chefs d'entreprise en pensent. C'est parti pour la rubrique mise en perspective. Donc sur ce sujet de la maternité tout en étant à la tête d'un projet, on a trouvé quelques petites choses. En tout cas, toi, tu en as fait une sélection sur la toile, Méliane. Exactement. Alors en premier, on part sur quelque chose de très léger. On a la vidéo d'une femme, elle est mère, elle est chef d'entreprise. Elle nous parle de conciliation des priorités. Elle nous donne des clés un petit peu sur les notions de conscience du temps et de gestion du quotidien. On va l'écouter et on revient. D'accord. Et donc, tu es une personne, tu vas être une mère accomplie, tu vas être une épouse accomplie, tu vas être une leader ou une salariée ou une chef d'entreprise accomplie quand tu vas avoir conscience du temps qui t'est imparti. Moi, je me souviens que lorsque j'étais célibataire, j'avais souvent l'impression que j'étais au bout de ma vie. Et j'ai lu l'heure, en fait, justement, lorsque je suis rentrée dans le mariage. Parce que avant, j'avais le temps d'être au contrôle de mon emploi du temps, il y avait que moi qu'il fallait que je gère. Je me stressais jamais par rapport à ma nourriture, comment je vais m'habiller, ce que je vais faire au quotidien. Quand je suis rentrée dans le mariage, mon temps a été divisé par 2. J'ai fait il faut que je commence à faire des compromis avec mon mari pour être sûr que je puisse faire mes activités. Et puis, quand tu deviens mère, c'est un autre niveau. Là, tu commences en fait à voir le vrai chef ou la vraie chef si tu as une fille qui commence à dicter en fait ton emploi du temps. Et donc en fait, si tu es quelqu'un qui est pas organisé, qui n'est pas discipliné en général, ça va être compliqué de concilier ta vie de famille et ta carrière. Et moi, en fait, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est que tu dois être une personne qui est productive. Et ça veut dire quoi, en fait, être productive? Ça veut dire que tu dois être quelqu'un dans ton travail, que ce soit, en fait, peu importe le travail que tu as, il faut que tu sois une personne qui sache faire 2 fois plus dans le même laps de temps qu'une autre personne. Je répète. Pour que tu sois une personne productive, il faut que tu aies un rendement. C'est une question de rendement, c'est une question de plus-value. Il faut que ta plus-value, tu dois donner 2 fois plus dans 1 heure de ton temps qui t'est alloué. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser que plus tu vas vouloir entrer dans le mariage, avoir des enfants, et plus tu as une famille nombreuse, et moins tu auras de temps. Et donc la maternité, en fait, réussit le plus à celles qui sont le plus productives. Alors,
Alors c'est très fort ce qu'elle dit quand même, Oui, parce que limite ça peut mettre même une pression. Ah bah oui, et pas tant mieux quand même. Parce que j'entendais déjà des réactions sur le fait que tu n'es pas d'accord apparemment. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est vrai que la femme doit être productive dans ce qu'elle fait, mais se dit que dans un laps de temps, il faut faire 2 fois plus. Moi, je dis non. Voilà. C'est une organisation, c'est très bien parce que quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est compliqué en fait d'allier tout, vie de famille, vie d'épouse, vie sociale. C'est compliqué s'il n'y a pas d'organisation. Ça, je suis d'accord avec. Mais il faut pas se mettre une pression pour dire on est obligé de faire 2 fois plus. Il y a aucune pression à mettre. Seulement, il faut trouver le juste équilibre entre toutes ces différentes casquettes-là. Voilà. Lorsque tu te dis, moi par exemple, je prends mon exemple. Avant, je n'avais pas le temps, je priorisais pas les choses. J'étais à 1000% dans mon entreprise. Mais avec du recul, en fait, j'ai commencé à prioriser. C'est-à-dire, du lundi au vendredi, je travaille. Les week-ends, je ne travaille pas. Et avec mes enfants, en fait, j'ai lu le livre de Gary Chapman qui parlait du langage d'amour. Ouais. Et il a dit, en fait, les enfants ne se souviennent pas de nos actions, des actes, mais ils se souviennent des émotions. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, vu qu'ils se souviennent des émotions, je vais travailler, en fait, à leur apporter des moments de qualité pour que leur réservoir émotionnel soit tellement chargé que quand je suis pas là, ce réservoir-là, ça comble, en fait, lorsque je suis pas là. Donc, du lundi au vendredi, je suis au travail, mais je suis flex. Je me mets plus de pression. J'ai une organisation là-bas, c'est-à-dire, j'ai la fiche de route de tous mes collaborateurs. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je me mets pas de pression. Et les week-ends, je suis vraiment open pour mes enfants. On a des rendez-vous ensemble. On a différents trucs que j'ai avec eux. Donc, ça fait que je ne mets pas de pression. Productif, oui, mais se mettre une pression pour dire 2 fois plus dans un laps de temps, non. Très bien, je pense que le point de vue est clair, est très bien expliqué. On peut peut-être prendre l'avis de l'expert. Est-ce que la productivité, au final, c'est pas quelque chose qu'on développe? Peut-être au moment où, au final, on n'a pas encore d'enfants. Je veux dire, en ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas apprendre justement à travailler cette capacité à être productif au point où, après, quand l'emploi du temps devient plus chargé, on a la capacité de jongler et d'être plus productif? Oui, c'est vrai. Effectivement, on peut apprendre à être productif, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand on devient maman, le corps change littéralement. Ton cerveau change. Ta manière de penser change. Tu as un petit humain que tu as mis au monde et du coup, il y a une responsabilité naturelle qui se met en place. Alors, c'est vrai qu'il arrive que certaines mamans ne vont pas développer cette responsabilité-là et pour des circonstances qui sont propres à elles, vont peut-être couper ce lien. Mais il est important, en fait, de réaliser que malgré le fait qu'il y ait ce lien ou pas, le cerveau, il a changé. Tu as donné la vie, il sait qu'il a donné la vie. Le corps sait qu'il a donné la vie. Il sait qu'on s'est déjà mis ensemble et qu'on a fait un enfant et que cet enfant est sorti de notre corps. Maintenant, ce qu'est devenu l'enfant, ça, c'est une expérience ailleurs. Mais pour ce qui est de le fait de donner vie à un enfant, le corps, il s'en souvient et il le garde en mémoire. Donc, du coup, naturellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut savoir que le cerveau, il a pour mission de nous avertir du danger. Donc, c'est vraiment ça son seul travail, nous alerter, il y a un danger, il y a un danger. C'est nous qui avons la responsabilité maintenant de lui dire qu'il n'y a pas de danger. Et lui dire que ça va pas bien. Quand il voit un danger, il a 2 manières de réagir. Soit il attaque, c'est vraiment très animal, soit il attaque, soit il fait le mort. Soit je fais plein de choses, soit je fais rien, je suis submergée. Et là, on parle du cerveau. Oui, non, je me réconcilie. Voilà, tout à fait. Et là, quand il y a l'enfant qui se met en place, donc ça veut dire que je dois attaquer beaucoup plus fort. Donc j'ai l'impression d'être 2 fois plus productif et de devoir être 2 fois plus productif. Mais en réalité, ce qu'il faut, et c'est exactement ce que tu disais en fait, c'est avoir du temps de qualité, du temps, j'ai envie de dire, de l'élixir, quelque chose de très pur. Quelque chose qui n'est pas édulcoré par une charge mentale, par un appel, par un problème. Je passe du temps avec mon enfant, avec 7 enfants, avec 5 enfants, mais je sais que le temps que j'ai donné à l'enfant, c'est un temps entre lui et moi. C'est un temps de qualité, c'est un temps qui n'a pas été dérangé par un appel, par un voisin qui a appelé, par un papa qui a dérangé, par une discussion. C'était vraiment entre toi et moi, les discussions qu'on a eues. Ça devient un temps qui est tellement pur que, comme tu dis, ça crée un réservoir émotionnel. Et parce qu'on a mis des petits moments très purs comme ça dans la vie de l'enfant et dans notre vie, on a l'impression de faire les choses 2 fois plus vite. Donc c'est pour ça que je veux pas dire que je suis pas de son avis. Je pense que ça a été dit d'une manière peut-être un peu maladroite pour parler aux mamans. Je pense que la même chose
d'un point de vue corporel, ça fonctionnerait très bien. Mais peut-être que pour parler aux mamans, dire d'être 2 fois plus productive, c'est pas ça. C'est juste apprendre à faire moins de choses, mais qui a plus d'impact. Et c'est tellement féminin, ça. C'est tellement propre à nous parce que finalement, avoir plus d'impact, c'est ce que tu dégages. C'est l'aura que tu dégages. C'est des émotions que tu partages avec les gens. C'est ton toi, en fait, qu'on peut pas enlever et qui est souvent propre à la femme. Et moi, je pense pour ma part que ce dont la dame, la vidéo qu'on vient de regarder, je pense qu'elle concerne un peu la vie d'une femme qui aspire à beaucoup de choses, qui pense qu'elle n'a pas encore atteint son objectif. Parce que je prends un exemple, quand tu regardes en arrière et que tu n'as que toi pour atteindre un certain objectif, qu'il n'y a personne d'autre, donc tu aspires à faire plusieurs choses. Et le temps, tu te dis que t'as pas assez de temps. Donc, autant tu restes avec les enfants, tu leur accordes tout ce que tu peux comme affection, autant tu te dis que tu dois travailler plusieurs fois, doublement, pour faire plusieurs choses à la fois. Parce que si c'est toi qui dois réaliser, qui dois mettre les enfants dans des conditions vraiment aisées, il faut vraiment travailler doublement. Moi, je pense que ça concerne une maman qui aspire à atteindre plusieurs objectifs. Et je pense que c'est important ce que tu as souligné aussi, parce que c'est finalement la question de fond, je pense, dans la vidéo, c'est est-ce que les enfants ne doivent, entre guillemets, pas retarder, en fait, une femme qui est très ambitieuse, qui a envie d'aller loin, qui veut être une bonne maman, mais qui sait aussi que parce qu'elle a fait ce choix-là d'être maman, vu ce que son travail ou ses ambitions exigent d'elle, il va falloir qu'elle, je sais pas, redouble, entre guillemets, au niveau du travail. Oui, au niveau du travail, d'effort, même si j'entends très bien ce qui a été dit de ce côté du plateau et je suis parfaitement d'accord. Mais c'est vrai que Stéphanie soulève quand même un point, c'est que, bien sûr. effectivement, si on n'a pas de système de soutien, si on part de très loin, et ou alors qu'on a des rêves qui demandent un certain niveau de sacrifice, je voulais pas utiliser le terme, mais il faut l'utiliser. Bon, effectivement, peut-être qu'il faut revoir sa manière d'être productive, mais on revient toujours à cette question-là. Je pense que même Marianne, elle dit qu'elle n'est pas d'accord, mais peut-être que c'est l'injonction à la productivité, à l'hyper-productivité qu'elle n'a pas. Mais sinon, au final, je pense que pour avoir 5 enfants et être à la tête, elle doit être hyper productive. Et Paola, tu as dit quelque chose de très important. En fait, souvent, tu es enfant et tu as l'impression que l'enfant freine tes ambitions. Je sais que je l'ai ressenti, en fait, ce que tu es en train de dire lorsque j'étais enceinte d'un enfant. Et j'ai ressenti ça. En fait, quand je suis tombée enceinte de l'enfant, que j'ai appris, je sais pas, c'était le trop plein d'émotions, j'avais l'impression que l'enfant me retardait dans mes ambitions. C'est pour ça que je posais la question de la pause tout à l'heure. Exactement. Je te jure que, en fait, pour cet enfant, j'étais mal. J'ai ma copine qui est au Canada, je l'appelle, je pleurais. Et franchement, cette vérité-là, je l'ai pas partagée à mon époux. En fait, j'avais honte d'avoir ce sentiment-là, mais je te jure que je voulais pas, je ne voulais pas, j'ai dit non, je dois faire ceci, je dois faire ceci. J'avais mon programme, tout était bien, et toi, tu viens me retarder. C'est comme ça que je l'ai perçu, tu vois. Et j'ai vécu la grossesse, c'était difficile. Après, j'ai accouché, mais je te promets que les émotions qu'on ressent là, les enfants le ressentent. Ouais, je suis d'accord. Je te promets. Et c'était l'un de mes enfants avec qui j'avais beaucoup de difficultés à avoir une certaine connexion. Je te promets. Et même quand j'ai accouché, j'étais obligée de faire un travail. On va dire c'est spirituel parce que je prie beaucoup. J'étais obligée de faire un travail sur l'enfant parce que c'est l'enfant en fait qui se sentait à part. En fait, il est calme, il est dans son coin, il est hyper intelligent, mais je me dis que les émotions que j'ai ressenties lorsque j'étais enceinte ont influencé, en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je me suis dit. Parce qu'il est dans son coin, en fait, il ne parle pas. Au début, il avait même le langage, il a été parmi mes enfants le dernier exactement à parler et tout ça. Et quand j'ai eu le lien, voilà, peut-être par la prière et tout ça, et j'ai obligé de faire un travail de fond, c'est-à-dire que je parlais à l'oreille de mon enfant lorsqu'il dormait. Chaque soir, je partais parler à l'enfant. J'ai dit, tu sais, je t'aime, je t'aime. Si tu as pensé que je ne t'aimais pas et tout ça, c'est parce que j'étais dans un déni. En fait, je parle à l'enfant et je prie, je parle à l'enfant, je prie. Et je te jure, j'ai vu le comportement de l'enfant changer. J'ai vu son comportement changer. C'est-à-dire qu'il est devenu plus ouvert, il est devenu... J'ai dit, s'il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai rectifié. Donc, ça peut arriver. On peut être enceinte, être carriériste au début et tout ça. Et puis, ta carrière va venir influencer l'enfant, va venir emmener l'enfant dans une certaine disposition et tout ça. Donc, ça peut
arriver. Mais après, il faut prendre du recul. Les erreurs que j'ai faites là, ça me sert aujourd'hui de leçon. Si demain je suis enceinte, ou bien même si quelqu'un est enceinte, je pourrais lui dire, ah, ça, faut pas faire, parce qu'il y a des conséquences. Encore moi, Dieu merci, j'ai eu du recul avec la prière de savoir que c'est quelque chose qui peut influencer l'enfant. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, en tout cas, je crois, puisqu'aujourd'hui, l'enfant, il est très épanoui et je lui dis que je l'aime. À chaque fois, on est bien ensemble, mais c'est quelque chose qui peut influencer. Il faut faire très attention, par rapport à ça. Totalement. Super Et ça, je intéressant. pense que ça fait une bonne transition d'ailleurs, hein, avec cette lettre. Exactement. Donc on a la lettre de cette femme qui demande plus d'aide à son mari. On a visiblement c'est un mari qui est assez différent du mari de Marianne, du mari. Mais c'est un petit E. Mais c'est un petit E. Qui n'a pas E. Donc voilà. Donc nous lis un je peu vais la lire lettre dit quoi? quelques extraits. Alors, cher Marie, j'ai besoin de plus d'aide. Le bébé pleurait, je me demandais si je devais descendre te soulager ou juste fermer la porte pour que je puisse avoir le sommeil dont j'avais désespérément besoin. J'ai choisi cette dernière option. Tu es venu dans la chambre 20 minutes plus tard avec le bébé, pleurant toujours frénétiquement. Tu as placé le bébé dans le berceau et l'as juste poussé à quelques centimètres plus près de mon côté. Un geste clair disant que tu avais fini de t'occuper de lui. Je voulais lancer une dispute monstre à ce moment précis. J'avais surveillé le bébé et le plus petit toute la sainte journée et j'allais être réveillée par le bébé pour le nourrir toute la sainte nuit. Le moins que tu aurais pu faire était de le tenir quelques heures, le temps au moins que je puisse récupérer le sommeil dont j'avais besoin. Juste quelques heures d'un sommeil précieux. Est-ce trop te demander? Ça là, En tout cas, on n'a pas envie de répondre. En tout cas, oui, c'est vrai que cette lettre a pas mal résonné Tourné. sur Internet. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de femmes qui se sont reconnues et je pense Exactement. que la charge supplémentaire là-dessus, c'est si en plus de ça, effectivement, on est une femme très occupée par son Exactement, boulot, qui qui a travaille. déjà des journées Chargées. très chargées. Si en plus de ça, mais bon, je pense qu'on en a font parlé tout un à l'heure. cri hein. de Oui, cœur. oui. C'est littéralement, c'est un cri de cœur et c'est le cri de cœur de plusieurs femmes visiblement parce que on n'a pas elles n'ont pas toute la chance d'avoir des maris, des maris qui comprennent et des maris excellents grands eux quoi. Donc, et c'est un Ou même petit peu avoir des dommage, maris mais, tout court, parce que c'est vrai qu'on a parlé de oui, femmes c'est en vrai. couple, mais il y a des mamans solo. Oui, Et ça allait être justement ma question pour Stéphanie. Alors, c'est vrai que tu as deux fils, 18 et 10. Oui, Voilà. l'écart. Voilà. Et j'ai envie qu'on remonte à un peu plus, j'allais dire un peu plus quand ils étaient un peu plus jeunes. Hein. Oui. Comment tu gérais? Tu as parlé de ta maman tout à l'heure. Et qui est malheureusement décédée très tôt, encore, juste après la naissance du bébé. D'accord. Et je me dis que c'était pas facile. C'était la période où j'étais au niveau de la direction du casting. Donc, plongée dans le cinéma. Parce que c'est après ça que j'ai décidé de faire l'agence. Et à ce niveau-là, il fallait faire des tournages à des heures tardives, aller sur des décors très éloignés. J'avoue que je ne le conseille pas à pas mal de mères, mais il a fallu avoir recours au voisinage. D'accord. Parce que souvent, tu as des nounous Oui, il faut qui qu'on sont parle des là, nounous, mais hein. qui sont un peu épuisés. Voilà, donc c'est vrai, quand tu es là, c'est différent. Mais quand tu n'es pas là et que la nounou est seulement avec les enfants, c'est pas tout le temps qu'elles sont patientes. Parce qu'il y a les enfants qui sont un peu fatigués, je ne veux pas tout dire. Mais bon, du coup, j'avais recours à mes voisines. D'accord. Souvent, c'était un peu chiant. Voisine, écoute-moi. Non, je vais. Ah, tu sais que ça parle dans ton dos, mais tu n'avais pas le choix. Il y a des fois aussi où j'avais recours à mes frères. Parce que je suis l'aînée de 10 enfants, voilà. Oh, d'accord, ok. Voilà, Ça donc, fait beaucoup de tontons et de mamans. voilà. Très jeune, mais vraiment l'aînée de 10 enfants. Et souvent, j'avais recours à mes petits frères qui devaient passer à la maison, voire dormir. Quand j'avais des tournages hors d'Abidjan, c'est tantôt un qui vient séjourner et petit à petit, jusqu'à ce que quand j'ai pas de nounou. Mais quand c'est la nounou, c'est le voisinage. Mais quand il n'y a pas de nounou, c'est mes frères qui venaient me... On en parlait, c'est alors l'avantage d'avoir de l'Afrique Ou et en d'avoir tout cas, ce volet communautaire un petit peu de la vie en Afrique. Et mais justement, Stéphanie vient de soulever un point qu'il faut qu'on aborde aussi. C'est tu as parlé de gens qui parlent dans le dos. Je sais que quand on est maman et chef d'entreprise et très ambitieux sur le plan de la carrière, etc. Bon, il y a des choses qu'on entend malheureusement parfois. Est-ce que l'une de vous deux a une anecdote sur le sujet? Et
d'ailleurs, c'est pas toujours des inconnus. Malheureusement, parfois même ça vient De la famille. de la famille. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience, même d'amis ou d'anciennes amies? Bon, moi, peut-être que ce plateau va me permettre de parler franchement à ma famille. C'est pas de l'oubli, c'est pas une absence, c'est juste que je veux essayer d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des fois où on me convie à des réunions, à des cérémonies, et parfois je suis pas sur Abidjan, je suis à l'intérieur, et je sais que ça parle. Ça parle du genre, elle n'a pas le temps, elle fait le malin, elle est dans un milieu. Elle a réussi, mais elle a percé dans le showbiz, oui. Voilà. Donc, elle était dans le showbiz, c'est vrai. Elle showbiz, elle n'a pas le temps. D'allô, elle a voyagé, elle est partie. C'est pas que je ne vous aime pas. C'est juste que je veux. Tu travailles. Je veux aller. Voilà, je travaille. En fait. Et puis bon, je veux. Ça sera pour tout le monde. Tout le monde va en bénéficier, mais pour l'heure, il me faut. Donc tu fais quoi? Tu fais, malgré ce que tu entends, comme on dit, tu fais le dos rond. C'est que toi, tu sais où tu es en train d'aller. Au départ, j'essayais d'expliquer, mais personne ne me comprenait. On trouvait que j'avais la grosse tête. Mais ce que j'ai essayé de faire au niveau du cinéma, c'est que j'ai permis à tout le monde de participer au tournage, à certains tournages. Donc quand tu arrives sur le plateau, pu voir à quoi ça on te dit ressemble. silence. Oui. Ton téléphone, il est fermé ou bien en mode silence durant toute ta journée. Et quand tu finis 2 fois, 3 fois, souvent ils sont épuisés. Parce que le nombre de prises, le nombre de séquences, quand tu pars de là, je te dis, en fait, tu me comprends. Non, tu as vu, non? Tu as vu? C'est bien fait ça. Voilà, ça parle et j'entends, mais c'est pas de la grosse tête. C'est pas la bourgeoisie non plus. Très juste. Marianne, oui. Comment est-ce que à un moment donné tu as parce que tu nous as parlé de ton sentiment de culpabilité, et merci de l'avoir dit ouvertement. Mais est-ce que tu as aussi senti par moment aussi qu'il y avait des jugements, des gens qui trouvaient que bon, est-ce que c'est bien raisonnable d'être aussi à fond dans son entreprise quand on a 5 enfants et qu'on a un époux? Ouais, je vois. Bon, les jugements, franchement, je n'en ai que de ça, franchement. Mais ce qui, je peux dire, me dérange, ce sont des personnes, en fait, eux, qui ne critiquent pas, mais qui se disent que c'est légitime que tu leur donnes de l'argent. En fait, ils se disent que tu travailles, tu as de l'argent, donc c'est légitime pour eux que l'argent que tu gagnes et que tu leur donnes, en fait. Comme si c'était une obligation pour toi de donner parce qu'ils estiment que tu en as. Tu vois? Alors qu'ils n'ont rien fait. Ce sont des gens, en fait, qui ne veulent rien faire. Tu les aides peut-être pour faire un concours, bien quoi, ils ne veulent rien faire, mais ils peuvent vivre à toi tes dépens. Et quand tu dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ils se plaignent en fait de ça. Et ils font des réunions, mais pourquoi? Genre, voilà, elle veut pas partager, elle veut pas donner son argent. Je dis, mais l'argent là, tu as vu où? Il y a un arbre sans cueillir. L'argentier. Voilà, c'est dommage. Dès que quelqu'un ne critique pas en fait, c'est qu'ils ne connaissent pas ou c'est qu'ils ne maîtrisent pas. Il se trouve légitime de prendre dans toi ta poche. Mais pourquoi? Non. Tu vois, c'est dommage. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est aussi peut-être que les gens se disent de l'extérieur que c'est, entre guillemets, facile? Et je rajoute encore plus d'avoir, parce que quand tu nous as dit que tu avais 5 enfants, je pense que tout sur le plateau, on s'est dit, mais comment elle fait? Est-ce qu'ils se disent pas que finalement de l'extérieur c'est facile? Et j'ai envie de demander même, c'est quoi ton organisation? En fait, c'est quoi la journée type de Marianne? Tu te lèves le matin, ça commence où? Qui fait quoi? C'est quoi ta journée type? Ma journée type, en réalité, c'est l'adaptation. Déjà, à la maison, chez moi, j'ai ma grand-mère. D'accord. J'ai une grâce inouïe, en fait, de la voir parce que c'est elle qui m'a élevée. Et lorsque j'ai eu ma fille, je lui ai demandé de venir. Donc, elle était là pour tous les enfants. Lorsque je sors, en fait, c'est elle qui gère toute ma maison. Quoique j'ai au moins 2 filles à la maison. Mais c'est elle qui gère, c'est-à-dire que elle va prendre soin des enfants. C'est elle-même qui va laver les enfants. Voilà. Bon, je vais préparer le petit déjeuner et tout ça, mais c'est elle qui va s'occuper. Donc, je me repose énormément sur elle. Ça, à la maison. Et à la maison, j'ai mon époux. C'est vrai que mon époux, il va pas se lever la nuit, aller s'occuper du bébé. Il va pas s'occuper du bébé, mais il y a Mémé qui est là, qui gère, qui m'accompagne au quotidien. Et quand je suis également en entreprise, en fait, je suis à 1000% là-bas. Là-bas également, je m'organise. J'essaie d'avoir, c'est vrai que, en fait, au début, je faisais confiance à l'être humain. C'est-à-dire que quand tu embauches quelqu'un, en fait, tu comptes sur la personne qui puisse faire. Et j'ai compris, en fait, à terme qu'il faut pas faire confiance à la personne, il faut faire confiance au process.
que tu mets en place. Voilà. Donc, je mets en place des process que mes collaborateurs doivent suivre. Donc, avec les process, c'est plus facile pour moi de les évaluer. C'est-à-dire qu'on a dit que tu réponds à tel, est-ce que tu as pu répondre? On a dit, par exemple, à mon assistant créateur et contenu, j'ai dit, dans la semaine, tu fais 10 contenus. J'ai des KPI pour pouvoir évaluer est-ce qu'il a été performant. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui donnes un objectif et à la fin, tu regardes si l'objectif a été atteint. Même quand tu mets le process, il faut mettre le suivi. Parce que souvent, on met les process, mais on ne met pas de suivi. Et si tu ne fais pas de suivi, en fait, ça sert à rien. Voilà. Mais c'est un exercice de chaque jour. Je dirais pas que mon organisation, elle est parfaite parce que je m'adapte. Il peut y avoir des imprévus parce que les enfants, c'est pas des robots. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu arrives à avoir ce même process justement à la maison? Parce que ça, gérer 5 enfants et 5 employés, c'est pas pareil. Non, voilà, c'est pas du tout pareil. À la maison, en fait, voilà. C'est que tu peux avoir un process bien défini au travail. Non, je travaille à 8 heures, je descends à 19 heures et tout ça. Mais au cours de journée, on t'appelle pour dire l'enfant, il a la fièvre. En fait, tout ce que tu as planifié, tu délègues. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la puissance de la délégation va venir. Et dans la délégation, en fait, il faut savoir prioriser tes délégations. Parce que quand on t'appelle pour dire l'enfant est malade, alors que tu es en train de gérer un client. Moi, j'ai eu un exemple comme ça. J'ai un client très exigeant qui est venu en boutique. Il voulait que ce soit moi parce qu'il voulait organiser telle chose dans la chambre de son enfant. Et j'ai pris le lead, j'ai tout organisé et il voulait que moi, je sois là-bas. Au moment où je m'apprêtais à partir, on a tout chargé dans la voiture, on devait partir. On m'appelle pour dire, mais on m'a dit que Chloé ne va pas bien, l'école et tout ça. Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas aller chez le monsieur alors que mon enfant, là, je priorise ma famille, mes enfants. Et là, il faut pouvoir déléguer à une personne qui saura avoir le même niveau d'exigence que mon client demande. Donc, c'est là qu'on s'adapte. C'est là on est obligé de trouver des solutions comme ça et puis pouvoir Comment le client a réagi quand il t'a pas vu, toi? Oui, mais quand tu parles de maladie, quand tu parles d'enfant, il empathie, quel que soit son lui-même, il est parent. Voilà. Il va dire, oui, c'est l'enfant, allez-y. Voilà. Mais si c'était autre chose, il n'allait pas. Voilà, tu expliques et les gens, ils comprennent. Il faut pouvoir s'adapter avec les enfants. Donc, moi, c'est comme ça. C'est que j'essaie de prioriser les tâches qu'il faut. J'essaie de m'organiser et je m'appuie sur le support système que j'ai. Je m'appuie, en fait, sur mon époux. Je m'appuie sur mes nounous. Je m'appuie sur ma maman. Je m'appuie sur tout le monde. Si toi, Paola, aujourd'hui, je suis chez moi, je vais m'appuyer sur toi. Moi, je prends tout ce qui vient. C'est ça. Je m'appuie sur toi. Et si tu es là pendant un temps, on a fini de sonner, bon, placalier, tout ça. Je dis, c'est que tu es là, pardon. Je vais, donne-moi 2 heures. Je reviens. En fait, je m'appuie sur mon support système en qui je peux avoir confiance, qui partage les mêmes valeurs. Mais Marianne, tu sais ce que sans vouloir te couper, mais tu sais que ce que tu dis, c'est pas facile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec demander de l'aide. Oui, ça c'est vrai. Non, il faut accepter. Mais il faut accepter de déléguer. Mais attendez, je vais prendre un exemple même. On est tous croyants, qu'on soit musulmans ou chrétiens. Moi, je suis chrétienne, je parle chrétienne. Jésus même là, pour accomplir ce qu'il était venu accomplir, il a besoin d'aide. Donc, en fait, souvent, oui, il a besoin des 12 apôtres. Voilà, des 12 apôtres qui ont été avec lui. Voilà. Donc, toute personne, on ne peut pas réussir seul dans ce monde-là. Faut pas te mentir. On peut pas. Et quel que soit. Pour ça, oui. En fait, quel que soit là où tu te positionnes, tu as besoin de quelqu'un. Oui, mais tu vois, là, par exemple, toi, tu as la chance d'avoir ta grand-mère. C'est elle qui t'a éduqué, c'est elle. Donc, tu sais que tu lui fais confiance sur l'éducation qu'elle pourra transmettre à tes enfants quand tu n'es pas là. Mais quand t'as pas une grand-mère ou une maman, tu vois ce que je veux dire? Et que c'est une nounou, tu n'es pas forcément sûr. Tu vois, il y a des femmes qui tu sais pas. Et on va souvent te dire, en plus, c'est une nounou que tu vas aller remettre l'éducation de tes enfants. Et il y a des femmes qui se sentent justement coupables parce qu'elles se disent, c'est pas une nounou d'éduquer mon enfant. Comment on jongle, justement? Mais l'enfant, la nounou n'éduque pas ton enfant. En fait, c'est là, il faut pouvoir s'adapter et puis il faut pouvoir lâcher. La nounou ne peut pas faire l'éducation de ton enfant. En fait, c'est clair. Tu as des moments avec ton enfant et tu as des moments où tu es obligé de déléguer. Même si tu es à la maison H24, quand l'enfant va à l'école, tu es avec lui là-bas. Est-ce que tu es avec la maîtresse? Est-ce que tu es avec, quand il fait la sieste, est-ce que tu es avec lui? Non, tu n'es pas avec lui. C'est-à-dire, il faut que les mamans sachent que tu fais ta part. Ce que tu as fait, tu le fais pleinement, ta part. Et le reste, là, tu le confies à Dieu. Même si je n'avais pas ma mamie, elle n'est pas éternelle. Je touche du bois, elle va finir par partir. Quand elle va partir, je vais faire quoi? Je vais m'adapter. Tant que je suis là, j'inculque aux enfants les valeurs, je leur donne l'éducation qu'il faut. Mais quand je serai pas là, ils auront les armes qu'il faut pour pouvoir se débrouiller lorsque je ne serai pas là. En fait, faut pas en dire que comme j'ai ma mamie, c'est vrai que c'est intéressant, je profite au maximum, mais toutes les mamans qui me regardent, qui n'ont pas d'époux, qui n'ont pas de compagnon, qui n'ont pas de mamie, mesdames, vous pouvez y arriver. C'est une question d'organisation. Sachez que vous êtes fortes, vous êtes incroyables. Ce que vous pouvez faire, organisez-vous pour le faire et le reste, confiez-le à Dieu ou toutes les personnes, en fait, qui peuvent vous aider, que ce soit
les centres aérés, je sais pas, les trucs éducatifs et tout ça. En tout les cas, voisines. Voilà, les voisines. Les voisines, On s'adapte, voilà. On fait avec ce Vous qu'on n'êtes a. pas laissé pour compte, ne pensez pas que... Non, on s'adapte. Et n'ayez pas honte aussi de demander de l'aide. Parce qu'au final, c'est vous que vous tuez à petit feu. Parce que tu as perdu du temps à ne pas demander. Un jour, ça va arriver, tu vas demander. Donc, pourquoi avoir perdu tout ce temps? C'est un travail qu'il faut faire, quoi. Il faut en être conscient pour pouvoir entamer ce travail-là. Ah, elle a Très prêché. intéressant. Elle a prêché. Elle a prêché, franchement. C'est tellement pas grand-chose à rajouter à ça que je pense qu'on va passer à la rubrique suivante. Alors, pour notre dernière rubrique, donc les recommandations, on avait beaucoup de choses à vous proposer. En fait, on en avait tellement que finalement, on en est arrivé à 2 parce que sinon, la liste était très longue. Donc, on va commencer par cette première recommandation. C'est un podcast sur YouTube. Et donc, le podcast s'appelle Âme d'entrepreneur. Et celle que vous voyez à l'écran, c'est Shama Rosidor. Elle est fondatrice de Royalty Natural. C'est une entreprise de cosmétiques. Et donc, elle partage son parcours et surtout sa vie de maman et de chef d'entreprise. Alors, elle parle de beaucoup de choses aussi, des erreurs notamment qu'elle a pu faire. Donc, je pense que dans l'ensemble, tout le podcast parlera à n'importe quel entrepreneur. Mais quand même, il y a des passages que j'ai trouvés intéressants où elle parle justement de comment elle arrive à cumuler et quelque part même comment son rôle de maman et son rôle de chef d'entreprise, comment les deux rôles se complètent l'un l'autre. Donc, c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à trouver ça sur YouTube notamment. Et je pense que le titre, c'est « J'ai payé trop cher mes entreprises ». Voilà, je pense que si vous tapez ça, vous allez pouvoir retrouver ça très facilement. La deuxième recommandation, là, c'est plutôt de la lecture. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui aiment les chiffres et les études et les mémoires, etc. Et donc, c'est un document de recherche qui s'appelle « Mère et entrepreneur en contexte ouest-africain entre hybridité et pratique différenciée ». Alors, c'est un ouvrage signé Madina Kobri, qui est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une étude qui explore finalement le phénomène, lui, il l'a appelé le mampreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat des mères en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, il montre qu'il y a vraiment des spécificités vraiment propres à l'Afrique de l'Ouest pour les femmes mamans qui entreprennent. Et tout cela comprend à la fois la culture locale, mais aussi bien évidemment le contexte économique, etc. Et donc, l'étude a été faite sur la base d'entretiens qui ont été menés à la fois en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et elle met donc en lumière les spécificités du mampreneuriat dans un contexte africain finalement qui est pas si étudié que ça. En tout cas, pas sur ce sujet-là. Donc, il est disponible quasiment en intégralité, pareil, sur Internet. Donc, si vous avez envie, voilà, de voir un peu ce que ces différents mampreneurs ont pu répondre, qu'elles soient en Côte d'Ivoire ou au Sénégal par rapport à leur quotidien, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Voilà, ça c'était pour nos recommandations. Je voulais en fait qu'on en fasse 2 pour garder un tout petit peu de temps à la fin, pour avoir un peu un son de cloche ici autour de moi sur les conseils très concrets qu'on peut donner à celles qui nous regardent. On a parlé d'organisation, on a parlé de pouvoir s'appuyer, de savoir demander de l'aide, se forcer un peu parce que je sais que c'est pour certaines femmes c'est pas naturel ni spontané. Je me tourne vers notre experte. Est-ce qu'il y aurait d'autres recommandations? Alors déjà, s'organiser, il faut savoir le faire, parce que c'est tellement vaste et on a tendance à croire que s'organiser, c'est universel pour tout le monde, alors que ça va dépendre de l'environnement de chaque humain et de la manière dont on a envie de déléguer. Déjà, il faut savoir que le cerveau, ce petit muscle qu'on a en fait dans la tête, qui guide nos émotions et les actions qu'on va penser, parce qu'on va tendance à croire que on pose des actions et ensuite on pense. Non, on a pensé avant et ensuite les actions sont arrivées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut apprendre à orienter ses pensées pour qu'on soit à l'aise maintenant à déléguer ces actions-là. Et on parlait de charge mentale, de choses qu'on a dans la tête en tant que femme entrepreneur. Si je prends l'exemple de toutes les femmes qui sont mamans ici sur le plateau, la charge mentale est diminue parce que vous savez que les enfants sont en sécurité et sont bien là où ils sont. Par contre, si vous saviez que l'enfant est peut-être en danger ou peut-être que l'enfant est malade ou que la personne qui s'occupe de l'enfant, on n'est pas fiable, on n'est pas à l'aise, la charge mentale, malgré le fait que nous soyons sur le plateau, elle serait là-bas. On va garder la charge, pourtant il n'y a aucune action qu'on peut poser, mais ça va nous charger mentalement. Donc, dans le côté apprendre à déléguer, apprenez aux personnes qui délèguent comment vous souhaitez être délégué. Ne donnez pas juste une orientation où est-ce que tu peux garder l'enfant. Qu'est-ce que tu souhaites que cette personne partage avec l'enfant? Qu'est-ce que tu souhaites que cette personne dit à l'enfant? Comment est-ce que tu souhaites qu'elle interagisse avec l'enfant? Du coup, ça fait qu'on peut être occupé, mais on sait quelles consignes qu'on a données. Marianne parlait de process tout à l'heure, et puis c'est exactement la même chose en fait.
donner des process quand on délègue. Ça fait que même si c'est la voisine, même si c'est le grand frère, même si c'est la petite sœur qui aide au final avec un bébé. On lui a donné un cadre, en fait. On lui a donné un cadre et on a dit D'accord. qu'est-ce qu'on souhaite donner, qu'est-ce qu'on souhaite recevoir. Nous, maintenant, en tant que maman, il faut qu'on comprenne aussi que l'enfant, c'est un humain à part entière. Donc, on n'a pas une possession sur l'humain. On a la responsabilité de s'occuper de cet humain jusqu'à un certain âge, en plus de ça. Après, le petit humain fait ce qu'il veut. Des fois, il le fait avant, des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, dans la responsabilité que nous avons, c'est de s'assurer que ce petit humain ait tout ce dont il a besoin. Et je crois, et j'ai ouï dire aussi sur le plateau, que quand on va à l'extérieur, quand on va en termes de business, c'est pour s'occuper de l'enfant à la maison. C'est pour s'occuper du foyer. Parce qu'on a aussi la responsabilité de créer pas seulement une maison, ça généralement c'est l'homme qui la porte, mais la femme elle crée le foyer. Et dans cette responsabilité du foyer, il faut apprendre à se dire que là je vais faire ça, pas pour me séparer mentalement de mes enfants, mais c'est pour les enfants. Et du coup, malgré le fait qu'il y ait cet enfant-là, dans la sphère qui est autour de nous, on a des responsabilités, on a des tâches à faire qui ne sont pas liées à l'enfant, mais qui ont un impact sur l'enfant. Et en prendre conscience mentalement, on ne se sent plus mal d'aller travailler. Je suis pas mal Ça de aide me à dire déculpabiliser, en fait, il est finalement. malade, il a la fièvre, on lui a donné le médicament de fièvre, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ma présence ne va rien changer, en fait. C'est Peut-être dur, que- hein, pour une maman de se dire ça, quand même. Et en réalité, il faut prendre conscience de ça. Là, je prends un cas qui est vraiment très émotionnel sur l'enfant qui est malade, mais réaliser en fait qu'il y a des fois, on pense qu'on peut poser une action, mais on peut rien faire. Et c'est la peur dans le cerveau, parce que j'ai dit que le cerveau, il est là pour nous rappeler le danger, qui nous fait croire que c'est indispensable. Qui nous fait croire qu'on est indispensable. Qui nous fait croire que l'enfant a absolument besoin de nous, que tout le monde a besoin de nous, et ça réveille l'ego. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas si indispensable que ça. On se donne l'œil sur tout pour se croire indispensable. Et ça devient pas un problème, je le fais pour mes enfants. C'est en tant que femme, en tant que maman, à quel point tu as confiance en toi, à quel point tu es à l'aise, à quel point tu sais que tu as donné de ta personne, de ton énergie, de tes émotions et de ton temps correctement, qui fait que tu peux laisser dans ton environnement ce petit être vivant avec quelqu'un d'autre et même orienter ce quelqu'un d'autre à être avec toi. Et c'est tout ça qui fait qu'au final, on devient une maman qui est puissante, qui est forte et qui est à l'aise à se dire que je peux aller plus loin dans mon business parce que je sais quel environnement que j'ai créé. C'est tellement féminin, c'est tellement nous. N'essayez pas de chercher quel leadership masculin fait ça. Il y a que la femme qui sait faire ça et il y a que nous qui pouvons apprendre aux autres mamans à le faire. Très bien. Mot de fin, Mot de fin. conseil peut-être, même si tu nous en as donné beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire à une maman, en fait, nous, en tant que femme, même pas le côté maman, en tant que femme, on peut tout avoir, on peut tout accomplir, mais on doit être conscient qu'on peut pas avoir tout en même temps. En même temps. Voilà. Il faut qu'on pose un pas après l'autre et après se réadapter, se réinventer. C'est pas grave, même si tu as mal fait, c'est pas grave. Tu te reprends et tu recommences. Côté organisation, comme elle a dit, savoir prioriser l'organisation. Et puis, l'organisation, quand on parle d'organisation, c'est pas quelque chose de gigantesque, en fait, qui n'est pas tangible. Non, s'organiser, c'est-à-dire, c'est savoir qu'est-ce que je fais beaucoup plus. Qu'est-ce que je dois laisser? En fait, si aujourd'hui quelque chose doit disparaître, qu'est-ce qui doit me rester? Donc, c'est qui doit te rester là, c'est ça que tu priorises. En fait, c'est une phrase tout bête qu'on se pose. J'ai mes enfants, j'ai mon travail, voilà. Entre les deux là, si tout de suite quelque chose part, qu'est-ce que je vais vouloir avoir quoi? Tout de suite, tu vas penser à tes enfants parce qu'une entreprise, même à 60 ans, tu peux le faire. Voici Monsieur Diagou. Donc, il faut aller, prioriser, aller étape à étape, prioriser, savoir qu'on peut tout avoir. Et puis après, bâtir un équilibre. Aussi simple que ça. Vous êtes des personnes à part entière, vous êtes des personnes extraordinaires. Et voilà. Tout ce qui peut contribuer à ce que vous ayez un bon équilibre, c'est que un peu vraiment
un peu partout. Du coup, pas essayer d'être hyper parfaite sur un point ou il peut être parfaite partout. Non. En fait, c'est juste, c'est juste pas possible. C'est un marathon. Voilà, Oui, le juste équilibre. Voilà, aujourd'hui, tu fais un peu ici, un peu là. Le week-end, tu es disponible pour tes enfants, sois disponible. Lève le pied sur tout, tes charges. Vraiment, c'est un travail. Parce que à le dire, ça paraît très simple. Mais dans la pratique, c'est pas évident. Non, clairement. Surtout pour des femmes qui sont hyper carriéristes, des femmes qui se sont faites seules. C'est compliqué. Mais c'est pas impossible. Voilà. Vous êtes important, donc prenez aussi soin de vous. Et si vous prenez soin de vous, vous saurez donner le meilleur pour vos enfants. Aux enfants, exactement. Tout à fait. Stéphanie. Alors, moi, je veux dire à une maman qui est peut-être à la maison, qui se dit qu'elle a des enfants, donc du coup, elle ne peut plus rien faire. Moi, je veux lui dire que rien n'est perdu. On peut partir de zéro et se reconstruire. Il faut juste de la volonté et une bonne vision. Il ne faut jamais baisser les bras parce que parfois les parents peuvent ne plus être là. Les amis peuvent ne plus être là, mais quand tu as la vision et que tu sais là où tu veux aller, tu t'aimes et tu y vas à fond. Et obligé, si tu as Dieu, tu as la prière, tu vas forcément y arriver parce que je ne vais pas revenir en arrière, je sais de quoi je parle, mais pour être là aujourd'hui, j'ai dû faire du chemin. Et c'est par la volonté et la vision que j'avais que je continue d'avancer. Super. Très beau message de fin. Méliane. Très beau message. Ben, écoute, moi, je vais parler à mes copines, celles qui me ressemblent. On est vraiment, on a encore à un niveau où on peut encore faire des choix importants et des choix qui vont nous permettre d'arriver là où on veut aller. Donc, je vais dire, sachons ce qu'on veut, ayons une vision claire de là où on veut aller et faisons des choix de partenaires même qui peuvent nous amener là où on veut aller. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc, sachons aussi quelles sont nos priorités et apprenons à nous connaître, apprenons à nous construire avant de faire les choix qui seront les plus importants, on va dire, de nos vies. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui ressort, en tout cas c'est ce que moi je retire de tout ça. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort et voilà. Très bien. Bah écoutez, merci à chacune et chacune d'entre vous. Voilà, c'était une très belle conversation. Tout a été dit. Pour ma part, je pense que encore une fois, l'intention de cette émission, c'était d'aider, en tout cas, essayer d'aider celles qui sont dans ce sentiment de culpabilité, qui sont dans le syndrome de la mère parfaite. Ça n'existe pas, vous êtes des humaines. Et je le crois, et je pense que ça a été dit, hein, les enfants sentent quand un parent n'est pas complètement heureux. Donc, même en vous forçant à performer à tous les niveaux, à la fin, vous ne rendez service à personne. En fait, quand vous devenez malheureuse ou vous êtes en burn-out, on n'a pas creusé dessus, mais voilà, ça ne rend service à personne, ni à vous, ni aux enfants. Donc, je pense que oui, une femme peut être ambitieuse. Oui, elle peut aussi vouloir être une maman. Alors, elle ne pourra pas toujours être à 100% sur le boulot, à 100% sur les enfants. C'est des questions de choix. C'est des questions d'organisation, c'est des questions de logistique et aussi quelque part de volonté, c'est-à-dire de créer un système autour de soi et aussi de donner. Je pense que je finirai peut-être aussi là-dessus. On veut avoir un système qui peut nous aider, mais pensez aussi à nourrir le système en retour. Pensez aussi aux autres mamans qui vous aident de temps en temps. Il ne faut pas juste prendre. Il faut donner aussi. C'est comme ça qu'on améliore, voilà, ce système-là et qu'on fait en sorte d'avoir un écosystème autour de soi qui nous aide nous et qui aide les enfants également. Voilà. Donc en tout cas, on espère que ça vous aura donné de matière à réfléchir. On salue encore une fois toutes les mamans, qu'elles soient chefs d'entreprise ou pas d'ailleurs, parce que maman c'est déjà chef d'entreprise à part entière. Et donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. On vous donne rendez-vous pour un autre épisode d'Open. Merci encore à toutes les fabuleuses invitées et chroniqueuses que nous avions ici. Et à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.